Alice Adeyemi avait tout. La beauté, l'argent, le nom de famille qui ouvre toutes les portes à Ikoyi Lagos. Mais ce qu'elle n'avait pas, c'était la paix. Sa famille la poussait vers le mariage chaque jour qui passait, et elle en avait assez. Alors un matin, au bord d'une rue de ce quartier huppé, elle aperçut un homme assis sur un vieux banc de béton, des vêtements usés, une bouteille d'eau à moitié vide devant lui. Et là, une idée folle traversa son esprit. Elle s'arrêta. Elle descendit de sa Mercedes. Et elle lui proposa de l'épouser temporairement contre de l'argent. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait absolument pas imaginer, c'est que cet homme qu'elle croyait sans domicile, sans argent, sans avenir, figurait parmi les 10 hommes les plus riches de tout le Nigeria. Et ce qui allait se passer ensuite, personne dans cette histoire ne l'avait vu venir. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez ce soir. Que vous soyez à Abidjan, à Paris, à Douala, à Montréal ou ici même à Lagos, écrivez votre ville dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et appuyez sur le pouce en l'air parce que cette histoire, je vous le promets, va vous marquer longtemps. Maintenant, retournons à Ikoyi. Lagos est une ville qui ne dort jamais vraiment. Même à 3 heures du matin, quelque part dans cette métropole géante, une lumière est allumée, un moteur tourne, une voix se lève. Mais Ikoyi est différent. Ikoyi est le quartier où Lagos chuchote au lieu de crier. Les maisons y sont grandes comme des palais. Les voitures y brillent sous les réverbères comme des bijoux posés sur le bitume. Les arbres y sont taillés avec soin, les jardins irrigués même en saison sèche, et les gardiens en uniforme veillent derrière des portails en fer forgé. C'est là, dans ce quartier où l'argent se respire dans l'air, qu'habitait Alice Adeyemi. Alice avait 28 ans et elle était d'une beauté qui faisait se retourner les gens dans la rue. Grande, élancée, avec une peau couleur de cacao chaud, des yeux en amande légèrement inclinés vers le bas comme si elle portait en permanence une légère mélancolie, et des lèvres pleines qui souriaient rarement mais qui, quand elle souriait, illuminaient toute une pièce. Elle avait les cheveux naturels, une couronne de boucles serrées qu'elle portait tantôt en afro, tantôt en tresses élaborées, selon son humeur. Elle était fille unique, héritière de la fortune de son père, le général Adeyemi, un homme qui avait fait fortune dans les télécommunications et l'immobilier, et dont le nom était prononcé à Ikoyi avec le même respect que l'on réserve aux anciens rois. Le général Adeyemi était un homme de principe rigide. Il avait servi dans l'armée dans sa jeunesse, et même après avoir quitté l'uniforme pour le costume 3 pièces, il avait gardé cette façon de se tenir droit, cette voix qui n'élevait jamais le ton parce qu'elle n'en avait pas besoin, et cette certitude absolue que ses décisions étaient les bonnes. Sa femme, Madame Adeyemi, née Chidinma Okonkwo, était une femme douce en apparence mais ferme dans ses convictions. Elle venait d'une grande famille d'Anambra et avait grandi avec l'idée que le mariage était le couronnement de la vie d'une femme, que l'on y entrait jeune et que l'on n'en sortait pas. Alice avait grandi entre ces 2 piliers, aimée et étouffée en même temps. Elle avait étudié les finances à l'université de Lagos, puis avait fait un master à Paris, et était revenue avec des idées claires sur ce qu'elle voulait faire de sa vie. Elle dirigeait maintenant une petite société d'investissement qu'elle avait fondée avec ses propres économies, refusant de toucher à l'argent de son père, voulant prouver qu'elle était capable de réussir par elle-même. La société marchait bien. Ses clients étaient satisfaits. Elle avait une équipe de 5 personnes dévouées, un bureau au 6e étage d'un immeuble de verre sur Rozimbam Badiou Avenue, et une vision précise pour les 5 prochaines années. Mais depuis quelques mois, quelque chose avait changé à la maison. La pression avait commencé doucement, presque imperceptiblement, comme une musique que l'on entend de loin et qui progressivement envahit toute la pièce. D'abord sa mère qui mentionnait en passant un jeune homme qu'elle avait croisé à l'église, fils d'un ami de son père. Puis son père qui, lors du dîner du dimanche, avait demandé à Alice si elle pensait parfois à fonder une famille. Puis les visites des tantes commencèrent. Les tantes d'Ikoyi, de Victoria Island, de Lekki-Fazouane, qui arrivaient avec leurs boubous amidonnés et leurs parfums forts, s'asseyaient dans le grand salon au canapé blanc, buvaient le thé que servaient les domestiques, et regardaient Alice avec cet air qui mélangeait l'affection et le reproche. 28 ans, Alice. Tu n'as pas encore d'homme sérieux dans ta vie. Les années passent vite, tu sais. Regarde ta cousine Ifeoma, elle a 2 enfants maintenant. Et la petite Ngozi qui était encore à l'école primaire quand tu entrais au lycée, elle est déjà fiancée. Alice répondait poliment, avec ce sourire qu'elle avait appris à fabriquer pour ces occasions, ce sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Elle disait qu'elle travaillait, qu'elle n'était pas pressée, qu'elle voulait rencontrer la bonne personne. Ses tantes hochaient la tête avec des expressions qui voulaient dire qu'elles ne la croyaient pas. La situation avait atteint un point critique 3 semaines avant le début de notre histoire, lors d'une soirée que le général Adeyemi avait organisée chez lui. Une grande soirée,
200 invités, un traiteur venu de Victoria Island, un orchestre de jazz en live dans le jardin illuminé. Alice avait compris en regardant la liste des invités que cette soirée n'était pas simplement une fête. C'était une exposition. Son père avait invité 4 hommes qu'il considérait comme des parties valables pour sa fille. 4 hommes dans la cinquantaine, tous veufs ou divorcés, tous riches, tous avec des enfants d'un premier mariage, tous prêts à prendre Alice comme seconde épouse ou comme épouse tout court. Alice avait souri pendant toute la soirée. Elle avait serré des mains, échangé des politesses, accepté des verres de jus de fruits qu'elle ne buvait pas. Et quand elle était rentrée dans sa chambre ce soir-là, elle avait regardé le plafond pendant de longues heures sans réussir à dormir. Elle n'allait pas se laisser marier à un homme qu'elle ne connaissait pas, aussi riche fût-il. Mais elle savait aussi que résister à son père de front était une entreprise dangereuse. Le général Adeyemi n'aimait pas qu'on lui résiste. Quand il avait une idée en tête, il trouvait toujours un moyen de l'imposer. Alors Alice avait commencé à réfléchir. Elle avait besoin d'une solution. Une solution temporaire, qui lui donnerait le temps de respirer, de grandir encore un peu à sa propre façon, de rencontrer peut-être un homme qu'elle choisisse elle-même. Elle avait besoin d'un homme fictif. Un fiancé. Quelqu'un qu'elle pourrait présenter à sa famille, qui jouerait le rôle assez bien pour calmer la pression, et qu'elle renverrait ensuite avec une explication convenable. Le problème était évident. Elle ne pouvait pas demander cela à un homme de son entourage. Tous ses amis connaissaient ses parents. Tout le monde se connaissait à Ikoyi. Un mensonge de ce genre se découvrirait en 24 heures. Il lui fallait quelqu'un que sa famille ne connaissait pas, quelqu'un qui n'avait aucun lien avec leur monde, quelqu'un sur lequel elle aurait suffisamment de contrôle pour être sûre qu'il tiendrait sa langue. C'est dans cet état d'esprit qu'Alice se trouva ce fameux samedi matin, au volant de sa Mercedes blanche, à rouler lentement sur Glover Road, l'esprit agité, cherchant sans trop savoir quoi chercher. Elle avait dit à son chauffeur de prendre sa journée. Elle aimait parfois conduire seule quand elle avait besoin de réfléchir. C'est là qu'elle le vit. Il était assis sur un vieux banc de béton près du mur d'une propriété dont le portail était fermé. Devant lui, une petite bouteille d'eau à moitié vide et un sachet de pain. Il portait un pantalon en toile délavée, une chemise blanche qui avait connu des temps meilleurs, et des sandales usées. Il avait la tête légèrement inclinée, comme plongé dans ses pensées. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui cherchait la pitié. Il avait juste l'air de quelqu'un qui était là, simplement là, dans ce monde sans vraiment lui appartenir. Alice ralentit. Elle ne savait pas pourquoi elle ralentissait. Quelque chose en elle se figea. L'homme leva la tête au bruit de la voiture qui s'arrêtait et leurs regards se croisèrent. Il était beau. Voilà ce qui frappa Alice en premier, et elle en fut elle-même surprise. Beau d'une beauté discrète mais indéniable. La quarantaine possible, mais difficile à dire avec précision. Un visage aux traits nets, un nez droit, des pommettes hautes, une mâchoire carrée légèrement couverte d'une barbe de plusieurs jours. Des yeux sombres, profonds, qui ne mendiaient rien. Des mains longues et bien faites. Il était mince mais pas maigre, avec une carrure d'athlète que même les vêtements usés ne parvenaient pas à cacher. Il la regarda un moment, sans sourire, sans faire de geste. Puis il détourna les yeux et reprit sa bouteille d'eau. Alice resta là quelques secondes, le moteur tournant doucement. Quelque chose dans cet homme était différent. Il n'avait pas le regard des gens qui souffrent depuis longtemps. Il n'avait pas cette façon de se recroqueviller sur soi-même que l'on voit chez ceux que la rue a brisés. Il se tenait droit, même assis sur ce banc de béton, avec une dignité qui ne demandait rien à personne. Une idée folle traversa l'esprit d'Alice. Une idée vraiment, vraiment folle. Elle baissa sa vitre. « Excuse-moi, dit-elle. » Il leva à nouveau les yeux, surpris peut-être mais ne le montrant pas. « Oui, dit-il. » Sa voix était grave et posée. Pas la voix d'un homme qui a peur. Pas la voix d'un homme qui veut impressionner non plus. Juste une voix naturelle, calme. « Est-ce que tu cherches du travail ?» demanda Alice, improvisée encore, ne sachant pas exactement où elle allait. Il la regarda un moment avant de répondre. « Ça dépend du travail. » Alice prit une grande inspiration. Elle allait soit passer pour une folle, soit commencer quelque chose qui allait changer sa vie. Elle ne savait pas encore lequel des deux. « Je voudrais te proposer quelque chose d'inhabituel, » dit-elle. « Est-ce que tu peux m'écouter 5 minutes ?» Il la regarda encore, de ce regard qui n'était pas hostile mais qui n'était pas non plus enthousiaste. Puis il dit simplement « Je t'écoute ». Alice gara la voiture. Elle descendit et s'approcha du banc. Il ne se leva pas, ce qui l'étonna légèrement. La plupart des gens se seraient levés face à une femme comme elle,
dans une voiture comme la sienne, dans ce quartier comme celui-là. Lui ne bougea pas. Il se contenta de la regarder s'approcher avec ce calme qui commençait à l'intriguer profondément. Elle s'assit à l'autre bout du banc, gardant une distance respectable, et elle commença à parler. Elle lui dit tout. La famille, la pression, les tantes, son père, les 4 hommes de la soirée, sa société d'investissement, sa liberté qu'elle ne voulait pas perdre. Elle lui parla pendant 20 minutes sans s'arrêter, et lui l'écouta sans l'interrompre une seule fois, sans changer d'expression, sans poser de questions. Quand elle eut fini, il y eut un silence. « Alors tu veux que je me fasse passer pour ton fiancé, dit-il. Temporairement, dit Alice. Le temps que la pression retombe. 2 mois, peut-être 3. Je te paie bien. Je te loge, je te nourris, je t'achète des vêtements corrects. Et quand c'est terminé, on invente une raison de se séparer et tu repars avec l'argent convenu. » Il regarda devant lui un moment. « Combien ? » dit-il. C'était une question directe et Alice l'apprécia. Pas de grands discours moraux, pas de fausse indignation, pas de questions inutiles. Juste le concret. 2 millions de Naira, dit Alice. 1 million maintenant, 1 million à la fin. Il ne réagit pas à ce chiffre. Il resta les yeux dans le vague encore quelques secondes. Puis il tourna la tête vers elle et la regarda droit dans les yeux. « Comment tu t'appelles » dit-il. « Alice. Alice Adeyemi. Je m'appelle Junior, dit-il. Un seul nom. Pas de nom de famille. » Elle ne demanda pas pourquoi. « Est-ce que tu as des conditions » dit-elle. Il réfléchit. « Une seule, dit-il. Je ne mens jamais de façon qui blesserait quelqu'un. Si à un moment donné ce que tu me demandes de faire risque de faire du mal à une personne réelle, je m'arrête. » Alice hocha la tête. « C'est raisonnable. » Alors d'accord, dit Junior. Et voilà comment tout commença. Ce que Alice ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait absolument pas deviner en regardant cet homme assis sur ce banc de béton à Glover Road, c'est que Junior n'était pas vraiment Junior. C'est-à-dire qu'il s'appelait bien Junior dans sa vie de tous les jours, Junior étant le diminutif affectueux que lui donnaient ses proches depuis l'enfance. Mais son nom complet était Oluwa Junior Bankole Martins, et il était, selon le magazine Forbes Afrique, l'un des 10 hommes les plus riches du Nigeria. Il avait 35 ans. Il avait hérité à 22 ans d'une fortune familiale que son père avait bâtie dans le pétrole. Et il l'avait triplée en 10 ans grâce à des investissements dans les énergies renouvelables, la technologie et l'immobilier commercial. Il possédait des immeubles à Lagos, Abuja, Londres et Dubaï. Il avait une villa sur l'île de Lekki, un appartement à Paris, un autre à New York. Il avait des voitures que la plupart des gens ne voient qu'en photo. Mais Junior avait un problème que l'argent ne résolvait pas. Depuis des années, il était entouré de gens qui le flattaient, qui riaient de ses blagues même quand elles n'étaient pas drôles, qui acquiesçaient à toutes ses opinions, qui cherchaient à lui plaire non pas parce qu'il l'aimait mais parce qu'il était riche. Les femmes qu'il fréquentait l'avaient toutes regardé avec ce même regard que l'on a pour une belle voiture ou un beau bijou, ce regard qui calcule avant même de sentir. Il avait rompu 3 fois en 2 ans avec des femmes qu'il aimait pour ce qu'il représentait et non pour ce qu'il était. Alors un jour, quelques semaines avant de rencontrer Alice, Junior avait décidé de faire quelque chose de radical. Il voulait voir le monde différemment. Il voulait voir les gens tels qu'ils étaient vraiment, sans le filtre de sa fortune. Il avait pris de vieux vêtements, avait confié ses affaires à son directeur général de confiance, avait laissé son téléphone habituel et pris un téléphone basique, et il était parti marcher dans Lagos sans révéler qui il était. Il s'était retrouvé par hasard à Ikoyi ce matin-là, assis sur ce banc, simplement en train d'observer les gens passer, de regarder ce quartier qu'il connaissait bien mais qu'il n'avait jamais regardé de cette façon, depuis en bas, depuis le bord du trottoir. Et il réfléchissait à cette grande question qui le poursuivait. Est-ce qu'il existait quelque part une femme qui le verrait lui, et non sa fortune ? Puis la Mercedes blanche s'était arrêtée. Et Alice était descendue. Et elle lui avait proposé quelque chose qu'aucune femme ne lui avait jamais proposé auparavant. Elle lui demandait de jouer un rôle sans savoir à qui elle parlait vraiment. Elle n'avait aucune idée de sa valeur. Elle lui avait proposé 2 millions de Naira, une somme qu'il dépensait sans y penser pour un dîner à Lagos. Elle l'avait regardé avec des yeux qui évaluaient sa fiabilité, pas sa fortune. Et ça, pour Junior, c'était fascinant. Il aurait pu lui dire la vérité à ce moment-là. Il aurait dû, peut-être. Mais quelque chose l'en avait empêché. La curiosité. Et aussi, il faut l'admettre, le fait qu'Alice était d'une beauté qui vous coupait le souffle. Et que même assise sur ce vieux banc de béton à lui parler de ses problèmes de famille, elle avait cette présence naturelle, cette intelligence dans les yeux,
cette façon de parler qui montrait qu'elle réfléchissait vraiment à ce qu'elle disait. Il avait accepté le rôle. Non pour les 2 millions de Nera, mais pour voir jusqu'où cette histoire irait. Le premier défi était de le transformer. Alice avait insisté là-dessus dès le premier jour. Elle ne pouvait pas le présenter à sa famille dans l'état où il était. Il lui fallait des vêtements, une coupe de cheveux, une histoire cohérente. Elle l'emmena le lendemain dans un salon de coiffure discret sur Awolowo Road, puis dans une boutique où elle choisit pour lui des tenues simples mais élégantes, du lin blanc, des chemises en coton bien coupées, des mocassins en cuir. Elle lui acheta une montre simple mais propre. Quand Junior ressortit du vestiaire dans la boutique, Alice s'arrêta. Elle le regarda de la tête aux pieds et quelque chose dans son expression changea imperceptiblement. Elle ne dit rien mais elle déglutit. Il était encore plus beau que ce qu'elle avait deviné. Habillé proprement, coiffé, il avait une allure naturelle qui n'avait rien à voir avec les vêtements. C'était quelque chose d'intérieur, une façon de porter son corps dans l'espace, une façon d'occuper une pièce sans s'en rendre compte. « Tu te tiens bien », dit-elle avec une voix délibérément neutre. « Merci », dit-il avec ce demi-sourire qu'elle apprendrait à guetter dans les semaines qui suivraient. L'histoire qu'ils construisirent ensemble pour le présenter à la famille était simple. Junior était entrepreneur dans la logistique, il avait grandi à Port Harcourt, il avait perdu ses parents jeunes et avait bâti sa vie par lui-même. Sa société était en phase de démarrage donc elle ne rapportait pas encore beaucoup mais elle avait du potentiel. Alice et lui s'étaient rencontrés dans un café d'Ozimbambadiou avenue il y a 3 mois. Ils avaient commencé à se voir régulièrement et les choses avaient évolué naturellement. C'était une histoire plausible. Modeste mais digne. Junior l'apprit dans les détails. Il avait une mémoire remarquable et un sens du détail qui impressionnèrent Alice. Chaque fois qu'elle lui donnait une information, il la retenait parfaitement et l'intégrait dans leur récit commun sans jamais trébucher. Ils passèrent plusieurs jours à répéter. Alice lui posait des questions comme le ferait son père ou ses tantes, et il répondait. Parfois il répondait si bien, si naturellement, qu'elle en oubliait un instant que c'était un jeu. Il logeait dans la chambre d'amis de la villa d'Alice, une grande maison de 5 chambres sur Bourdillon Road qu'elle louait seule depuis 2 ans, préférant vivre à distance de la maison familiale de ses parents. La première nuit, allongée dans sa chambre, Alice fixa le plafond longtemps. Elle avait peut-être commis une erreur. Elle venait d'amener un inconnu dans sa maison. Mais en même temps, il ne lui avait pas donné une seule raison de ne pas lui faire confiance. Le lendemain matin, elle descendit à 7 heures et trouva Junior dans la cuisine. Il avait préparé du café et des œufs brouillés. Il lisait quelque chose sur un vieux livre de poche qu'il avait sorti de nulle part. Quand elle entra, il leva les yeux, lui désigna sa tasse d'un geste naturel et replongea dans son livre. Alice s'assit, prit la tasse, et remarqua que le café était exactement à sa température préférée. Comment il avait su, elle n'en avait aucune idée. « Tu lis quoi ?» dit-elle. Il lui montra la couverture. C'était un roman de Chinua Achebe. « Tu aimes Achebe ?» dit-elle. « Je le relis, » dit-il. « Chaque relecture me donne quelque chose de nouveau. » Alice le regarda un instant. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait d'un homme dans la situation de Junior. Mais elle avait décidé depuis le début de ne pas présupposer quoi que ce soit. La présentation à la famille eut lieu le jeudi suivant, un dîner chez les parents d'Alice sur la grande avenue de Kofo à Bayomi. Alice avait prévenu Junior de tout ce qu'il devait savoir sur chaque personne qu'il allait rencontrer. Son père, le général, son regard direct, sa façon de poser des questions pratiques et précises. Sa mère, plus chaleureuse en apparence mais dont l'intelligence n'était pas à sous-estimer. Tante Caro, la plus curieuse des tantes, celle qui fouillait dans les détails. Oncle Emeka, l'homme de famille qui considérait qu'il avait un droit de regard sur les affaires de tout le monde. En montant dans la voiture ce soir-là, Alice regardait Junior qui ajustait sa chemise de lin bleu pâle. « Tu es prêt ?» dit-elle. « Depuis quand tu es prête, toi ?» dit-il sans la regarder. Elle faillit sourire malgré elle. « Depuis toujours, » dit-elle. « Alors allons-y. » Ce dîner fut l'un des moments les plus étranges de la vie d'Alice. Elle avait imaginé que ce serait tendu, que Junior serait maladroit, qu'il ferait une erreur, qu'elle devrait intervenir pour réparer quelque chose. Il n'en fut rien. Junior entra dans cette maison avec la même tranquillité qu'il entrait partout, serra la main du général avec respect sans être servile, embrassa Madame Adeyemi avec une politesse naturelle, salua les tantes et l'oncle avec des sourires chaleureux mais mesurés. Quand le général commença à l'interroger, ce qui arriva dès le premier verre d'eau, Junior répondit clairement, calmement, sans se perdre dans les détails ni en manquer.
Il raconta l'histoire qu'ils avaient construite ensemble avec une aisance qui fit presque douter Alice de la réalité. Il parlait avec une précision qui impressionnait, il utilisait des mots justes, il savait quand s'arrêter et quand continuer. Le général Adeyemi n'était pas un homme facile à impressionner. Il avait fait des affaires toute sa vie avec des gens de tous les milieux et il avait développé un instinct aigu pour détecter le faux. Mais Junior n'était pas faux. Même dans son mensonge, il y avait quelque chose de vrai. La façon dont il parlait des affaires, des challenges, des opportunités, la façon dont il analysait les problèmes, tout cela était réel parce que Junior connaissait vraiment ce monde. À un moment du dîner, le général parla d'un investissement immobilier qu'il avait déçu sur Lagos Island, une transaction mal négociée avec un promoteur peu scrupuleux. Junior l'écouta, posa 2 questions courtes et précises, puis offrit une analyse de la situation en 3 points qui fit taire toute la table. Le général le regarda différemment après ça. Pas encore avec approbation, mais avec un respect nouveau. Alice, qui observait tout cela depuis son bout de table, sentit quelque chose de chaud se déposer dans sa poitrine. Un sentiment qu'elle n'avait pas prévu. Tante Caro, qui avait les oreilles les plus aiguisées de la famille, prit Junior à part après le dîner pendant qu'Alice aidait sa mère dans la cuisine. Quand Alice revint dans le salon, elle les trouva tous les deux en train de parler à voix basse. Tante Caro riait. Tante Caro ne riait presque jamais avec les gens qu'elle ne connaissait pas. Plus tard dans la voiture, en rentrant, Alice dit « Qu'est-ce que tu as dit à ma tante pour la faire rire comme ça ?» Junior tourna la tête vers la vitre. « Je lui ai parlé de son jardin. Elle a mentionné qu'elle cultivait des herbes aromatiques. Je lui ai dit que ma grand-mère faisait pareil, et que l'odeur du basilic frais me rappelait une période heureuse de mon enfance. » Alice garda les yeux sur la route. « Est-ce que c'est vrai ?» Un silence. « La moitié, dit-il. » Elle ne demanda pas quelle moitié. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un rythme que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Junior vivait dans la chambre d'amis mais il était présent dans toute la maison d'une façon naturelle. Il se levait avant Alice le matin. Parfois il préparait le café, parfois non. Il lisait beaucoup. Il s'installait dans le salon avec ses livres pendant des heures, en silence. Il ne regardait pas beaucoup la télévision. Quand Alice travaillait dans son bureau du 2e étage, il ne la dérangeait jamais. Mais quand ils étaient ensemble, la conversation ne manquait jamais. C'est ça qui surprenait le plus Alice. Avec certains des hommes qu'elle avait fréquentés, riches, éduqués, ambitieux, le silence était soit inconfortable soit rempli d'eux-mêmes. Junior n'était ni l'un ni l'autre. Il savait écouter de cette façon rare où l'on sent que l'autre est vraiment là, vraiment attentif, pas en train de préparer sa prochaine phrase. Ils parlèrent de tout. De Lagos et de ses contradictions, de la chaleur humaine de cette ville qui coexistait avec sa brutalité quotidienne. De la musique, Junior aimait le jazz et l'afrobeat avec une égale passion, ce qui fit sourire Alice. De la nourriture, il cuisinait bien, mieux qu'elle en vérité, et quand il préparait un égusi soupe un samedi après-midi la cuisine entière prenait une odeur qui faisait lever la tête à quiconque passait dans le couloir. Un soir, alors qu'il regardait la pluie tomber sur le jardin depuis la véranda, Junior dit sans prévenir. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, Alice ? Elle tourna la tête vers lui. Pas ce que ta famille veut pour toi. Toi, dit-il. Elle prit son temps avant de répondre. Je veux que ma société devienne une des meilleures sociétés d'investissement de l'Afrique de l'Ouest. Je veux travailler avec des jeunes entrepreneurs qui ont des idées mais pas les moyens de les réaliser. Je veux voyager, voir encore des endroits que je n'ai pas vus. Et, elle s'arrêta. Et, dit-il doucement. Je veux aimer quelqu'un vraiment, dit-elle. Pas parce que c'est attendu de moi. Pas parce que ça se fait. Parce que c'est réel. Junior la regarda. La pluie continuait à frapper les feuilles du jardin. Il ne dit rien pendant un moment. Puis il dit, « Tu le mérites. » Alice ne sut pas pourquoi ces 3 mots la touchèrent autant. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas accompagnés d'un sourire calculé ou d'une main posée sur le genou. Ils étaient dits simplement, comme un fait établi, comme si c'était évident. Elle détourna les yeux vers la pluie pour cacher quelque chose sur son visage. De son côté, Junior vivait quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis longtemps. Dans sa vraie vie, sa vie de milliardaire, tout était organisé, planifié, filtré. Des assistants, des gardes du corps, des chauffeurs, des directeurs. Il ne mangeait jamais seul si ce n'était pas voulu. Il ne se levait jamais le matin sans un agenda rempli. Ici, dans la maison d'Alice, il y avait une paix étrange. Une vie à taille humaine. Le bruit de la pluie sur le toit. L'odeur du café le matin.
Une femme qui travaillait avec sérieux et passion quelques pièces plus loin, et qui n'attendait rien de lui au-delà du rôle qu'il avait accepté de jouer. Mais il était de moins en moins un acteur dans un rôle. Il était de plus en plus lui-même. Et lui-même, il commençait à tomber amoureux d'Alice Adeyemi. Il y eut un soir particulier, environ un mois après le début de leur arrangement. Alice reçut un appel de son père alors qu'elle était au téléphone avec un client. Elle entendit le ton de son père depuis le couloir, ce ton qui ne s'élevait jamais mais qui pesait lourd, et quand elle raccrocha, elle resta silencieuse un long moment. Junior s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Il veut qu'on avance, dit-elle. Il veut qu'on parle de mariage. Un vrai mariage. Il dit qu'il a besoin de rencontrer la famille de l'autre côté. » Junior fut silencieux un instant. « Et les règles de notre accord ne couvrent pas ça. »« Non, » dit Alice. « Je pensais que 2 ou 3 mois de petits dîners en famille suffiraient. Je n'avais pas prévu qu'il irait si vite. Est-ce que tu veux que j'y aille ?» dit Junior. Alice le regarda. « Tu ne t'y sens pas obligé. On peut trouver une autre solution. On peut dire que... » « Je peux y aller, dit-il. Si ça peut t'aider. » Elle l'observa un long moment. « Pourquoi tu fais ça ? Tu as déjà amplement mérité les 2 millions. Tu aurais pu partir depuis 2 semaines. » Junior soutint son regard. « Peut-être que j'ai mes raisons, dit-il. » Elle attendit qu'il continue. Il ne continua pas. Cette nuit-là, Junior appela son directeur général, Seguin, depuis son téléphone basique. Il lui parla à voix basse depuis le jardin pour qu'Alice n'entende pas. « Seguin, j'ai besoin que tu prépares quelque chose, dit-il. Une histoire d'une famille à Port-Harcourt. Simple, modeste, cohérente. Des gens qui n'existent pas vraiment mais dont le papier existe. Patron, dit Seguin dont la voix trahissait à la fois la confusion et la loyauté sans faille, ça va de plus en plus loin, cette histoire. Je sais, dit Junior. Est-ce que vous comptez lui dire la vérité un jour ? Un silence. Je ne sais pas encore, dit Junior. Ce qu'il ne disait pas à Seguin, c'est que chaque jour qui passait rendait la vérité plus difficile à dire. Pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il savait que le jour où Alice apprendrait qui il était vraiment, elle se demanderait si ce qu'elle avait ressenti jusque-là était réel ou manipulé. Et cette idée le torturait. La rencontre des familles eut lieu un samedi. Junior se retrouva assis à la grande table des parents d'Alice, face au général Adeyemi, en train de parler d'une famille qui n'existait pas. Seguin avait tout préparé comme demandé. Junior parla de ses parents fictifs avec suffisamment de nostalgie pour que ce soit touchant sans être excessif. Le général hocha la tête. Madame Adeyemi prit la main de Junior à un moment et lui dit que la vie de ceux qui ont surmonté la perte tôt avait souvent plus de profondeur que les autres. Junior la remercia avec des yeux sincères. C'était vrai, en fait. Il avait perdu sa mère à 17 ans. C'était la seule chose dans cette histoire qui était entièrement vraie. Alice était assise en face de lui ce soir-là et à un moment leurs yeux se croisèrent. Elle y lut quelque chose qu'elle n'arriva pas à nommer. De la tristesse ? De l'hésitation ? Quelque chose qui ressemblait à un homme qui porte quelque chose de lourd et qui ne sait pas encore comment le poser. Elle frôla sa main sous la table. Un geste discret, instinctif, dont elle ne réalisa l'ampleur qu'après l'avoir fait. Il ne retira pas sa main. Il la laissa là, sous la nappe blanche, quelques secondes de plus qu'il n'était nécessaire. Le général prit la parole sur un ton formel à la fin du repas. « Je ne suis pas un homme qui parle longtemps pour ne rien dire, dit-il. Junior, je ne te connais pas depuis longtemps mais ce que je vois me plaît. Ma fille est une femme difficile, pas dans le mauvais sens du terme, mais parce qu'elle a des standards élevés et une tête bien faite. Si tu l'as choisie, tu dois le savoir. Je veux que vous fassiez les choses sérieusement et rapidement. On parlera des détails du mariage dans les prochaines semaines. » Alice sentit quelque chose se bloquer dans sa gorge. Junior répondit avec calme. « Je respecte ce que vous dites, monsieur. Alice et moi, nous parlerons ensemble et nous vous reviendrons. » Le général hocha la tête avec satisfaction. C'était une réponse qui ne promettait rien mais qui ne refusait rien non plus. Précise et intelligente. Dans la voiture du retour, ils ne parlèrent pas pendant 10 minutes entières. La gosse roulait autour d'eux, les phares des voitures, les vendeurs de rue avec leurs petites lampes, les groupes de jeunes devant les boutiques. La vie normale de la ville. C'est Alice qui parla en première. « On va devoir arrêter. » Junior garda les yeux devant lui. « Je sais. C'est allé trop loin. Ça devient vraiment sérieux pour ma famille et... » « Je sais, dit-il à nouveau.
Alors pourquoi tu as encore dit qu'on allait leur revenir? Pourquoi tu n'as pas dit non ce soir? Un long silence. Parce que je ne voulais pas que ce soit fini ce soir, dit-il. Alice se tourna vers lui. La lumière des lampadaires passait sur son visage à intervalles réguliers, éclairant puis laissant dans l'ombre, éclairant puis laissant dans l'ombre. Junior, dit-elle doucement, qu'est-ce qui se passe vraiment? Il inspira lentement. Il y a quelque chose que je dois te dire, dit-il. Alice attendit. Mais pas ce soir, dit-il. Laisse-moi trouver comment te le dire correctement. Elle aurait dû insister. Elle aurait dû dire non, dis-moi maintenant. Mais quelque chose dans sa voix, dans sa façon de la regarder à cet instant, l'en empêcha. Elle se retourna vers la route devant elle et dit simplement d'accord. Les jours qui suivirent furent étranges. Quelque chose avait changé entre eux sans qu'ils puissent mettre des mots dessus. Ils étaient plus proches et plus distants en même temps. Plus proches parce que chaque regard durait un peu plus longtemps, chaque conversation touchait à des profondeurs un peu plus grandes. Plus distants parce qu'ils savaient tous les deux qu'il y avait une vérité suspendue dans l'air de la maison, une vérité qui attendait d'être dite. Un mardi matin, Alice trouva sur la table de la cuisine un dessin. Un simple dessin fait sur une feuille de papier ordinaire, au stylo noir. C'était elle. La façon dont il avait saisi sa silhouette, son port de tête, la façon dont elle tenait sa tasse de café le matin, tout cela avec quelques traits simples mais d'une précision troublante. Au bas du dessin il avait écrit « Je te vois vraiment ». Elle resta debout dans la cuisine à regarder ce dessin pendant un long moment. Puis elle le plia soigneusement et le mit dans sa poche. Ce soir-là, elle rentra plus tôt du bureau. Junior était dans le jardin, assis sur la balancelle, les pieds nus dans l'herbe, à lire. Le soleil se couchait derrière les palmiers et la lumière orangée tombait sur lui d'une façon qui rendait la scène presque irréelle. Alice s'approcha. Elle s'assit à côté de lui sur la balancelle. Il ferma son livre. « Tu dessines ?» dit-elle. « Parfois, » dit-il. « Tu es doué. Ce n'était pas si difficile. Tu es un modèle naturel. » Elle sortit le dessin de sa poche et le regarda encore. « Je veux te poser une question, » dit-elle, « et je voudrais que tu me répondes vraiment. » Il se tourna vers elle. « Qui es-tu vraiment, Junior ? Je ne demande pas l'histoire. Je demande toi. » Il la regarda un long moment. La balancelle se balançait légèrement dans le vent chaud du soir. Quelque part dans le quartier, un enfant riait. « Je suis quelqu'un qui cherche depuis longtemps quelque chose qu'il n'arrive pas à trouver dans sa vraie vie, » dit-il. « Et ta vraie vie, c'est quoi ?» Junior prit une longue inspiration. « Alice, dis-moi. » Il ferma les yeux une seconde. Puis il les rouvrit et la regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas sans domicile. Je ne suis pas entrepreneur dans la logistique. Je ne suis pas l'homme que tu as pensé ramasser dans la rue. » Alice ne dit rien. Quelque chose dans sa poitrine commença à se comprimer. « Mon nom complet est Oluwa Junior Bankole Martins. Je possède le groupe Bankole Martins. Tu connais probablement le nom. » Le silence qui suivit fut d'une densité particulière. Alice le connaissait. Tout Lagos connaissait le groupe Bankole Martins. Les tours de verre sur Adeola Odeku Street portaient ce nom. Les parcs d'énergie solaire dans plusieurs États du pays portaient ce nom. Les reportages dans les magazines d'affaires montraient régulièrement un homme jeune et discret avec ce nom. Elle avait ce nom dans son bureau. Elle avait même un dossier dans ses archives sur les investissements de ce groupe, parce qu'elle étudiait les grands acteurs du marché. Alice se leva de la balancelle. Elle marcha 3 pas dans l'herbe et s'arrêta, le dos tourné vers lui. Ses mains serraient le dessin encore dans ses doigts. « Quand ?» dit-elle. « Depuis le début, » dit-il. « Je m'étais déguisée intentionnellement. Pas pour te tromper toi spécifiquement. Je cherchais à voir le monde sans le filtre de ma fortune. Tu es arrivé dans ta Mercedes et tu m'as fait une proposition que je n'avais jamais entendue. Et j'ai voulu voir. »« Voir quoi ?» dit-elle. Elle s'était retournée vers lui. Sa voix était basse et contrôlée, mais ses yeux ne l'étaient plus. « Si ce que j'allais ressentir serait différent. Si la façon dont tu me regarderais serait différente. Si tu as joué avec moi, » dit-elle. « Non, » dit-il en se levant à son tour. « Tout ce que j'ai ressenti depuis que je suis ici est réel. Chaque conversation, chaque moment, tout était vrai. Comment je peux te croire ?» dit Alice. « Tout était basé sur un mensonge. Ton arrangement l'était aussi, » dit-il doucement. « Ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Mais aucun de nous deux n'a commencé dans la vérité totale. »
Alice s'éloigna vers la maison. Elle n'était pas en larmes, mais elle était traversée par quelque chose de fort, un mélange de colère et de confusion et d'autres choses qu'elle refusait d'analyser pour l'instant. Junior la laissa partir. Il savait qu'il ne fallait pas la suivre ce soir-là. Alice passa une nuit très difficile. Elle s'assit dans son bureau et réfléchit longtemps. Une partie d'elle était furieuse, et cette partie avait raison de l'être. Elle avait été trompée. Elle avait amené un inconnu chez elle, lui avait confié un rôle important, avait partagé avec lui des pensées qu'elle ne partageait avec personne, et il savait depuis le début des choses qu'il ne lui avait pas dites. Mais une autre partie d'elle, la partie qui était honnête jusqu'au bout, reconnaissait ce que Junior avait dit. Aucun d'eux n'avait commencé dans la vérité. Elle lui avait proposé un mensonge orchestré. Il avait accepté ce mensonge en portant le sien propre. Ils s'étaient rencontrés dans l'espace du faux et ils avaient construit quelque chose de vrai là-dedans malgré tout. Et ce quelque chose de vrai, elle ne pouvait pas le nier. Elle avait beau chercher à le mettre de côté, à le couvrir d'indignation, il était là. Ce quelque chose de vrai qui lui avait fait frôler sa main sous la nappe. Ce quelque chose de vrai qui l'avait fait garder le dessin dans sa poche toute la journée. Vers 2 heures du matin, elle prit son téléphone et chercha le nom de Bancol Martins. Les articles s'affichèrent en cascade. Il y avait des photos. Elle regarda une photo datant de 3 ans où Junior était en costume, debout devant une de ses tours de verre, l'air serein et distant. Elle compara ce visage avec le visage qu'elle connaissait maintenant, le visage qu'elle voyait le matin avec le café, le visage dans la balancelle du jardin. C'était le même homme. Mais ce n'était pas la même présence. Dans sa vraie vie, sur ses photos, il portait quelque chose. Une armure peut-être. Ici, dans sa maison, il l'avait posée. Le lendemain matin, elle descendit à 7 heures. Il était là, dans la cuisine, avec le café. Il ne lui demanda pas comment elle allait. Il posa simplement la tasse devant elle. Elle s'assit. Elle enveloppa la tasse de ses 2 mains. Elle dit « Pourquoi tu me l'as dit maintenant ?»« Parce que ça devenait injuste envers toi, dit-il. Tu te rapprochais de moi et tu ne savais pas qui j'étais vraiment. Et moi, il s'arrêta. Et toi ? dit-elle. Et moi aussi je me rapprochais de toi. Et je ne voulais pas que ça continue sur un mensonge. Qu'est-ce que tu veux, Junior ? Il s'assit en face d'elle. Du temps, dit-il. Je voudrais qu'on continue. Pas le jeu. Nous deux, vraiment. Si tu le veux. Alice but une gorgée de café. Si on continue, tu vas devoir tout dire à ma famille. Je sais, dit-il. Ce ne sera pas simple. Mon père va avoir des questions. Des vraies. Sur pourquoi tu t'es déguisé, sur toute cette histoire. Je sais, dit-il encore. Et si à la fin tout ça ne marche pas, j'aurais entraîné ma famille dans un mensonge pour rien. Peut-être, dit-il. Mais si tu n'essaies pas de savoir, tu vivras toujours avec la question. Elle le regarda longuement. Puis elle dit, donne-moi du temps à moi aussi. Il hocha la tête. Autant que tu en as besoin. Cette période de trêve dura 2 semaines. 2 semaines où ils continuaient à vivre dans la même maison, à partager le café du matin, à parler le soir, mais avec cette nouvelle réalité entre eux qui changeait tout. Alice avait demandé à son père de ne pas encore fixer de date pour quoi que ce soit, invoquant une réflexion personnelle sur laquelle elle ne voulait pas être pressée. Son père avait grondé mais accepté. Pendant ces 2 semaines, Junior ne chercha pas à accélérer les choses. Il ne chercha pas à la convaincre ou à lui prouver quoi que ce soit. Il était simplement là, le même qu'il avait toujours été dans cette maison, et cette constance en disait plus que tous les mots. Un soir, Alice rentra du bureau avec un dossier de travail qu'elle avait passé des jours à préparer pour un client potentiel, une présentation d'investissement sur un projet dans le secteur des énergies renouvelables au Nigeria. Elle posa le dossier sur la table du salon et se laissa tomber sur le canapé. Junior s'approcha, jeta un œil au dossier. « C'est pour quel projet ?» Elle le lui expliqua. Il s'assit, prit quelques feuilles, les parcourut. Après quelques minutes il dit « Tes projections sur la phase 2 sont trop conservatrices. Si tu intègres les nouvelles incitations fiscales du gouvernement fédéral sur les renouvelables, le retour sur investissement est bien plus attractif. » Alice le regarda. « Comment tu sais ça ? Mon groupe a investi dans 3 projets similaires les 2 dernières années, dit-il. Elle aurait pu être irritée qu'il s'implique. Elle ne l'était pas. Elle attrapa un stylo et dit « Montre-moi ». Ils passèrent les 2 heures suivantes à travailler ensemble sur son dossier. Ils connaissaient le secteur en profondeur, avec une précision technique qui impressionnait Alice, et elle connaissait les mécanismes d'investissement avec une intelligence qui l'impressionnait lui.
Ils travaillaient bien ensemble. Leur façon de penser se complétait naturellement. Là où l'un s'arrêtait, l'autre continuait. À minuit, quand ils levèrent la tête du dossier, Alice regarda Junior et sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Ce n'était pas la fortune qu'il avait. Ce n'était pas les tours de verre ou les articles dans les magazines. C'était ça. Cette intelligence vive, cette façon de s'engager dans un problème, cette façon d'être vraiment là. Elle ferma le dossier. Elle dit « Je pense que je t'aime ». Elle n'avait pas prévu de dire ça cette nuit-là. Ça sortit simplement, comme les choses vraies sortent, sans cérémonie. Junior ne dit rien pendant quelques secondes. Puis il dit avec cette voix grave et calme « Je le sais depuis un moment ». « Depuis quand ?» dit-elle. « Depuis le soir de la pluie sur la véranda », dit-il. « Quand tu as dit que tu voulais aimer quelqu'un vraiment. » Elle hocha la tête lentement. « Et maintenant ?»« Maintenant on dit la vérité, » dit-il. « À ta famille. À tout le monde. Il faut d'abord que tu me dises tout, » dit-elle. « Tout ce que je ne sais pas encore. Pas les dossiers des magazines. Toi. » Et Junior lui parla. Il lui parla vraiment, comme il n'avait parlé à personne depuis longtemps. De son père qui avait bâti l'Empire et qui était mort d'une crise cardiaque à 58 ans, épuisé par ses propres ambitions. De sa mère qu'il avait perdue à 17 ans et dont il pensait encore souvent. De la solitude particulière de ceux qui ont tout et qui n'ont personne pour qui leur tout est suffisant. De ses tentatives de relations qui avaient échoué non pas par manque de sentiments mais par excès de calcul de l'autre côté. De ce matin où il avait enfilé de vieux vêtements et était sorti marcher à Ikoyi en se disant qu'il voulait voir le monde différemment. « Et moi j'étais là avec mon plan stupide, » dit Alice. Il sourit. « Ton plan n'était pas stupide. Il était désespéré. C'est différent. » Elle rit malgré elle. « C'est la première fois que tu ris, » dit-il. « Je ris souvent. »« Pas comme ça, » dit-il. Elle n'avait pas de réponse à ça. Le lendemain matin, Alice appela ses parents. Elle leur demanda de venir chez elle ce samedi, un dîner à la maison. Ils acceptèrent, surpris par le ton un peu différent de leur fille. Elle passa les jours suivants à préparer ce qu'elle allait dire, comment elle allait le dire, dans quel ordre présenter les choses. Junior était là à chaque étape, pas pour décider à sa place mais pour l'aider à trouver ses propres mots. Le samedi arriva. La table était mise, la nourriture préparée, les bougies allumées. Le général Adeyemi et sa femme arrivèrent à l'heure convenue, tante Caro avec eux parce que la mère d'Alice l'avait invité sans prévenir, ce qui était typique. Ils s'assirent. Le repas commença normalement. Puis Alice posa ses couverts, regarda son père, et dit « Papa, maman, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Ce qui suivit fut une des conversations les plus difficiles de sa vie. Elle leur dit tout. Le plan, l'accord avec Junior, les 2 millions, la stratégie pour calmer la pression familiale. Elle leur dit que Junior n'était pas qui il avait dit être, et elle expliqua qui il était vraiment. Elle dit que la situation avait évolué au-delà du plan original, que quelque chose de réel s'était développé, et qu'elle assumait entièrement la responsabilité de ce mensonge initial. La table fut silencieuse un moment long. Le général Adeyemi regarda Junior. Il le regarda avec une intensité qui aurait fait baisser les yeux à la plupart des gens. Junior soutint le regard. « Bankole Martins, » dit le général lentement. « Tu es le fils d'Adebayo Bankole Martins. »« C'est ça, » dit Junior. « Je connaissais ton père. Pas bien. Mais je le connaissais. C'était un homme de valeur. »« Oui, » dit Junior. Le général posa sa fourchette. Il regarda sa fille. « Alice, tu m'as menti dans ma propre maison. Dans ma maison que j'ai construite avec mes propres mains. »« Oui papa, » dit Alice. « Et je suis désolée pour ça. » Le général était silencieux. Madame Adeyemi regardait ses mains sur la nappe. Tante Caro regardait Junior avec un air qui ne trahissait pas encore ce qu'elle pensait. « Pourquoi tu n'es pas venu me parler ?» dit le général à Alice. « Au lieu de tout ça. »« Parce que tu ne m'aurais pas écouté, » dit Alice doucement. « Tu aurais décidé pour moi comme tu décides toujours. » Le général ouvrit la bouche puis la referma. C'était peut-être la première fois qu'Alice lui disait quelque chose d'aussi direct. « Est-ce que tu l'aimes ?» dit finalement Madame Adeyemi, brisant le silence. Alice regarda sa mère. « Oui, » dit-elle. Sa mère tourna les yeux vers Junior. « Et toi ?»« Oui madame, » dit Junior. « Depuis un moment que je n'aurais pas prévu. » Madame Adeyemi hocha la tête lentement, comme si elle pesait quelque chose. Elle dit « Alors le reste, on peut en parler. »
Tante Caro laissa échapper un son qui ressemblait à quelque chose entre un soupir et un rire. Elle dit, « Je savais qu'il y avait quelque chose d'inhabituel chez cet homme. J'ai juste pas su quoi. » Le général se leva de table. Il marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin. Tout le monde attendit. Quand il se retourna, il regarda d'abord Junior. « Tu aurais pu te présenter normalement, dit-il. Avec ton vrai nom et ta vraie situation. Tu aurais été le bienvenu. » « Je sais, dit Junior. Mais si je m'étais présenté avec mon vrai nom, je n'aurais jamais su si Alice me regardait moi ou ce que je représente. » Le général garda les yeux sur lui encore un moment. Puis quelque chose dans son visage changea. Quelque chose de très léger, à peine perceptible, mais Alice qui connaissait ce visage depuis toujours le vit. Son père comprenait. Il comprenait parce qu'il était lui-même un homme qui savait ce que c'était d'être regardé pour ce qu'on a plutôt que pour ce qu'on est. Il revint à table. Il prit sa fourchette. « Finissons de manger, dit-il. On parlera ensuite. » C'était sa façon de dire que la discussion n'était pas terminée mais que la catastrophe avait été évitée. La conversation du soir fut longue, parfois difficile, parfois inattendue. Le général posa des questions précises à Junior sur ses affaires, ses intentions, ses valeurs. Junior répondit sans fioriture, avec la même clarté directe qu'Alice avait appréciée depuis le premier jour. Madame Adeyemi posa des questions sur la famille de Junior, sur comment il vivait, sur ce qu'il croyait. Tante Caro, qui avait finalement choisi son camp intérieurement, intervint à un moment pour dire que de toute façon elle avait toujours trouvé que Junior avait quelque chose de particulier et qu'elle ne s'était pas trompée. À la fin de la soirée, quand ses parents repartirent, le général prit la main d'Alice sur le seuil de la porte. Il dit, « La prochaine fois que tu ne sais pas comment me parler, tu trouves une façon de me parler quand même. Je suis ton père. » Pas un mur. Alice eut les yeux brillants. Elle embrassa son père, ce qui était rare entre eux. La nuit qui suivit fut calme. La maison était silencieuse. Alice et Junior étaient dans le jardin, sur la balancelle, le même endroit où tout s'était dit quelques semaines plus tôt. Les étoiles étaient visibles au-dessus d'Ikoyi, chose rare à Lagos où la pollution lumineuse efface souvent le ciel. Junior tenait la main d'Alice. Pas de façon dramatique. Juste naturellement, leurs doigts entrelacés comme si ça avait toujours été là. Alice dit, « Tu sais ce que je pense ? Dis-moi, dit-il. Je pense que si tu n'avais pas été là sur ce banc ce matin-là, si tu avais été dans ta vraie vie, dans ton costume, dans ta voiture, on ne se serait jamais rencontrés. Peut-être, dit-il. Ou peut-être qu'on se serait rencontrés autrement et que ça aurait été différent. Différent comment ? Il réfléchit. Plus poli. Plus calculé. Tu aurais regardé mon dossier d'affaires avant de me regarder moi. Moi j'aurais mis un masque plus poli. Et entre les deux masques, rien de vrai ne serait passé. Alice posa la tête sur son épaule. Alors la rue d'Ikoyi nous a rendu service. Junior sourit dans le noir. On pourrait voir les choses comme ça. Les mois qui suivirent furent différents de tout ce que l'un et l'autre avaient connu. Ils se construisirent lentement, dans la vérité cette fois, sans jeu et sans calcul. La famille d'Alice fit progressivement la paix avec la situation. Le général Adeyemi, en homme pragmatique qu'il était, finit par voir dans Junior un homme dont il respectait non seulement la fortune mais la façon de penser, la façon de parler, la façon de se tenir. Madame Adeyemi l'adopta avec une chaleur naturelle qui surprit même Junior qui n'avait pas eu de figure maternelle depuis longtemps. La relation entre Alice et Junior grandit dans un espace que ni l'un ni l'autre n'avait connu auparavant. Ils se disputaient parfois, parce qu'ils étaient tous les deux des gens avec des opinions fortes et des caractères trempés. Une fois au sujet d'une décision de travail d'Alice qu'il pensait trop risquée. Une autre fois sur quelque chose de plus personnel, une façon qu'il avait de se fermer quand quelque chose lui pesait au lieu d'en parler. Mais leur dispute avait cette qualité particulière des disputes entre gens qui savent qu'ils ne se quitteront pas, des disputes qui cherchent une vérité et non une victoire. Junior présenta Alice à son monde. Ce fut une transition délicate. Le monde de Junior était habitué à voir des femmes à son bras qui jouaient des rôles attendus. Alice ne jouait aucun rôle. Elle arrivait à ses dîners d'affaires et ses soirées avec la même présence directe qu'elle avait partout. Elle disait ce qu'elle pensait, elle posait des questions qui parfois surprenaient, elle n'était pas impressionnée par les noms ou les fortunes. Certains ne l'aimèrent pas immédiatement pour cette raison. D'autres l'adorèrent pour la même. Alice, de son côté, laissa Junior entrer dans son travail. Il devint un conseiller informel pour sa société d'investissement, non en y prenant de la place mais en étant disponible quand elle le voulait.
Il connecta sa société avec 2 clients importants en mentionnant son nom dans des cercles qu'elle n'atteignait pas encore. Elle accepta ces connexions sans fausse fierté et fit le reste par elle-même. 6 mois après le dîner de la vérité chez ses parents, Junior lui demanda de l'épouser. Pas dans un restaurant de luxe avec des fleurs partout et des photographes. Il lui demanda un dimanche matin dans la cuisine, avec le café, avec les œufs brouillés, avec la lumière du matin qui entrait par la fenêtre et faisait de ce moment ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Il n'avait pas de bague. Il lui dit qu'il pensait qu'elle devrait choisir elle-même ce qu'elle voulait porter. Elle dit oui. Puis elle dit, « Tu sais que si tu m'avais demandé ça avec un traiteur et des musiciens et une foule d'invités, j'aurais peut-être dit non juste pour te contrarier. » Il rit. « Je le savais, dit-il. » Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, au mois de décembre, quand la gosse devient légèrement plus douce et que l'air du soir a cette qualité particulière, fraîche et propre, qui rend tout légèrement plus beau. La cérémonie fut élégante mais sobre. Ikoyi bien sûr, dans un jardin dont les palmiers avaient été éclairés doucement, avec des fleurs blanches et orangées, une musique live qui jouait du jazz puis de l'afrobeat, 200 invités dont chacun était là parce qu'il l'avait été choisi et non parce que l'invitation était un devoir social. Le général Adeyemi, pour la première fois depuis longtemps, pleurait. Des larmes discrètes qu'il essuya d'un geste rapide en pensant que personne ne regardait. Tante Caro, qui n'était pas femme à pleurer, se moucha plusieurs fois avec un bruit que ses voisins entendirent. Madame Adeyemi serra Alice dans ses bras avant l'entrée et lui dit à l'oreille « Tu as eu raison de ne pas te laisser choisir un mari. Tu as eu tort de mentir. Mais tu as eu raison sur l'essentiel. » Alice lui dit « Je sais maman. » Et elle entra dans ce jardin avec ses palmiers éclairés et sa musique douce, vers l'homme qui l'attendait à l'autre bout, l'homme qu'il avait vu vraiment depuis un banc de béton à Glover Road, l'homme qui avait choisi de se laisser voir sans armure pour que quelque chose de vrai soit possible. Ce soir-là, après que les invités furent partis, après que les lumières du jardin eurent été éteintes une par une, après que la maison fut revenue au silence qui lui ressemblait, Alice et Junior s'assirent dans le jardin sur la balancelle qui avait vu le début de leur vraie histoire. La nuit d'Ikoyi était calme. Quelque part au loin, la gosse respirait dans son sommeil agité. Junior dit « Tu regrettes quelque chose ?» Alice réfléchit vraiment à la question, comme elle réfléchissait à tout, jusqu'au bout. Puis elle dit « Non. Même le mensonge du début. Parce que sans lui, tu ne te serais jamais assis sur ce banc et moi je ne me serais jamais arrêté. » Il hocha la tête. La vie a des façons étranges de faire les choses bien. Ikoyi, la gosse, avec ses palmiers et ses grandes maisons et son air chaud qui chuchote la nuit, avait été le décor de leur histoire. Une rue, un banc, une voiture blanche qui ralentit. Une femme qui cherchait un mensonge pour sauver sa liberté. Un homme qui cherchait une vérité pour sauver son âme. Ni l'un ni l'autre n'avaient trouvé ce qu'ils cherchaient exactement. Ils avaient trouvé quelque chose de plus grand, de plus réel, de plus difficile aussi. Ils avaient trouvé l'un l'autre. Et parfois dans la vie, c'est la seule chose qui compte vraiment.